Rogers. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil. Il fait donc beau cette semaine. Je suis tellement contente d'être là avec vous ce soir parce que j'ai un bijou d'une invitée à vous présenter. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a été référé par notre chère Caroline Rochon, que vous connaissez très bien. Hélène Hébert, elle est jardinière. Elle est experte en jardinage, mais toutes les choses qu'on peut manger, là. Et à l'année longue, elle va nous donner toutes sortes de trucs et d'astuces pour se préparer à jardiner, mais pas juste pour cette saison, pour l'année au complet. Je sais, j'ai 1000 questions. Alors, installez-vous. Et je suis ravie de l'accueillir à l'émission. Bienvenue, Hélène. Merci, Matt. Tu es aussi fondatrice d'une compagnie, Potager Hélène. Donc, on va en parler parce que c'est des services que tu offres. Alors, les gens, s'ils sont intéressés par ce qu'ils entendent ce soir, ils peuvent en découvrir plus avec toi. Oui. Alors, commençons avec ton histoire d'origine. Premièrement, qui est Hélène? Et parce que tu n'étais pas toujours jardinière, tu étais ingénieure. Alors, parle-moi un peu de cette phase-là de ta vie. OK. Donc, j'étais clairement une scientifique de cœur lorsque j'étais petite et je grandissais. J'ai gradué en génie physique. J'ai fait une maîtrise en sciences des matériaux. Puis, je suis allée travailler dans le plus grand centre de recherche au Canada sur l'industrie du nucléaire. Donc, mon travail, c'était d'inventer des outils d'inspection pour voir s'il y avait des cracks ou des signes de corrosion dans les composantes des réacteurs nucléaires. Donc, vraiment différent du jardinage. Ça n'a rien à voir, là. Oui. J'aurais jamais pensé que je me retrouverais à... Et le bienfait de faire ça, c'est pour faire quoi? Juste pour les gens qui ne savent pas. Bien, juste pour te donner un exemple, OK? J'ai travaillé sur un projet, ça fait longtemps, là, quand même, c'était dans mon autre vie. Mais à un moment donné, il y a un réacteur nucléaire qui produisait des radioisotopes, qu'on appelle, pour traiter les cancers, détecter toutes sortes de maladies chez les gens. Puis c'était au niveau du Canada, il y a eu une pénurie, là, même au niveau mondial. Il y a eu une pénurie parce que ce réacteur-là particulier, il produisait une grosse portion des radioisotopes qui étaient utilisés en médecine. Puis moi, je me suis retrouvée en charge avec d'autres collègues d'une équipe qui devait créer des outils d'inspection pour trouver qu'est-ce qui se passait, puis pour qu'on puisse être capable de réparer ce réacteur-là. Avez-vous réussi? Oui. Mais ça a pris 18 mois, là, de travail acharné. Là. Puis moi, je me rappelle que je me suis fait demander si c'était possible de le faire techniquement. Je pensais, à ce temps-là, je pensais que c'était pas possible. Puis j'ai appris que si on met assez de gens brillants sur un projet, puis assez de ressources, tout est possible. Là. Ce qu'on pense qu'il n'est pas possible. À ce moment-là, est-ce que tu voyais ta carrière évoluer dans ce domaine-là pour le restant jusqu'à la retraite, disons, là? Est-ce que tu te voyais évoluer? Bien, disons que comme j'étais très heureuse dans mon travail, j'avais beaucoup de défis. C'est au niveau intellectuel, là, c'était le top. Là. Vraiment, là. J'avais toutes sortes de belles opportunités. Je voyageais dans différents pays du monde pour inspecter des réacteurs nucléaires. Puis j'étais rendue une experte, après une décennie environ, j'étais rendue une experte dans mon domaine. Tu avais quand même eu un cheminement, là. Oui. Puis même on parle pas de quelques années, puis là, tu as changé de volet, là. Non. Puis, mais dans le fond, la compagnie pour laquelle je travaillais me donnait tellement des belles occasions. Ils nous avaient identifié, moi et plusieurs autres, là, comme les futurs leaders de l'industrie du nucléaire. Donc, j'étais allée dans une université, dans le fond, avec... je pense qu'il y avait à peu près une centaine d'autres jeunes ingénieurs et scientifiques comme moi, mais qui venaient de 35 pays différents. Là. Donc, on se rencontrait, on se réseautait. On est allé au bureau des Nations unies pour... oui, c'est fou, là. Mais alors là, tu es dans cet engrenage-là, puis ça va bien. Alors, qu'est-ce qui arrive pour changer de domaine? Bien, je suis tombée en amour. OK. J'ai rencontré l'homme de ma vie. L'amour! L'amour peut tout changer. Vraiment, là. Puis, il est policier. OK? Il est devenu policier à peu près 1 an après qu'on se soit rencontrés. Il est devenu policier, il s'est fait accepter, puis il s'est fait envoyer en Saskatchewan. OK. Petit problème, hein? Donc, puis là, on voulait fonder une famille, puis c'était un petit peu compliqué, là, je travaillais en Ontario. À ce moment-là, il n'y avait pas la technologie virtuelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Non, puis il y avait aussi quand même...
pas mal de besoin de travailler sur place. Ouais. Puis je dirais que c'était encore dans les balbutiements du travail à la maison, là. J'étais comme une des premières de l'entreprise à faire ça. OK. Donc, ça, je l'ai fait une fois que j'ai laissé mon emploi pour pouvoir avoir des enfants. Oui. Donc, puis, ben, mon mari et moi, on a commencé à avoir des enfants, puis on s'est porté volontaire pour déménager dans le nord de la Saskatchewan, dans une réserve autochtone, avec une communauté de Dene. Puis c'était là où la route arrête, dans le nord de la Saskatchewan. Si on veut aller plus dans le nord, il faut prendre des avions. Il n'y a plus de route. Alors, comment c'était? C'est incroyable. C'était incroyable. Bien, de un, on était pas mal les seuls Blancs qui habitaient là-bas. C'était juste des familles de policiers qui étaient des Blancs. Puis, on a été immersés dans leur culture complètement. Là. Pendant 2 ans et demi, on a vécu là. J'ai créé une compagnie avec eux. Une compagnie autochtone, qui est ça, c'était ma première compagnie. Bien, je dis ma première. C'est pas à moi, c'est vraiment à eux, puis j'étais de soutien, si on veut, mais c'est un centre communautaire d'alimentation où on enseignait, puis là, ils ont continué, hein? Ils continuent sans moi, là, ça va super bien. Est-ce que tu es en contact avec eux? Oui, oui. Bien oui, on est... moi puis l'autre fondatrice, on est comme des sœurs de cœur, là. Elle est comme moi, mais version autochtone. Ah oui? Vraiment, là. On s'entend très bien. Puis oui, ça a été vraiment quelque chose parce que même lorsque j'ai déménagé ici, je continuais à les assister comme trésorière. Puis on était dans la pandémie, là. Tu peux juste imaginer, pas d'accès à de la formule pour les bébés. Il y avait juste une route qui se rendait à la communauté. Elle avait été barrée. Combien de personnes dans cette communauté-là? Bien, normalement, environ 600, mais pendant la pandémie, 900. Il y avait des gros problèmes d'approvisionnement de nourriture. C'était l'insécurité alimentaire avant. Juste pour te donner une idée, là. Oui. Si tu t'enfarges dans l'épicerie, c'est plus un dépanneur du coin, OK, l'épicerie, tu t'enfarges, tu t'étends sur tout ton long, tu fais toute l'allée complète de fruits et légumes avec ton corps. OK? Il y a 2 étages, là. Il y a juste 2 étages, là, une tablette. Pour et 900 personnes. Oui. Puis j'imagine que c'est cher. Tout. Ah, un melon d'eau, j'ai déjà payé 25 $ pour un melon d'eau. Oui. Tu sais, je veux dire... C'est un autre monde, là. Quand je suis arrivée ici, c'était le choc, là. T'sais, pendant 3 mois, on dirait que j'étais en état de choc à me promener dans les épiceries ici parce que c'est la surabondance. On peut avoir n'importe quoi, là. Oui. Bien, Mais mon mari là-bas... vient de Terre-Neuve, puis il a été élevé... Comme lui, il disait, bien, tu voyais des carottes, des patates. Comme c'était très limité, tu n'avais pas... Nous autres, l'abondance qu'on a ici, c'est quand même difficile pour les choses se rendre là. Donc, bien, c'est sûr que plus... Ça, c'est pas ce que tu décris quand même, il y avait des épiceries, mais... Oui. Mais là, OK. Donc, il nous reste juste 1 minute avant la pause. Oui. J'ai 1000 questions. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça allait être intéressant. À quel moment est-ce que tu as décidé ou tu as déterminé qu'il y avait un besoin d'alimentation et que tu pouvais faire quelque chose pour aider? Quand j'ai déménagé là-bas, j'ai décidé de faire le design de mon potager intérieur. J'avais jamais fait et ta ça. famille. Oui, puis là, j'ai commencé à faire pousser de la nourriture dans mon sous-sol. Tout a poussé en fou. C'était la jungle, là. Partout dans mon sous-sol. 3 murs de mon sous-sol plein de tablettes de nourriture, là. Puis j'ai commencé à donner des petits ateliers de jardinage à la garderie. Ah, donc, la nourriture organique qui a évolué organiquement. OK, reste là. Tu ne nous quittes pas, hein? Non. Elle sera là. Inquiétez-vous pas. Restez là. Vous aussi, après la pause, on revient, on découvre comment Hélène a créé son premier potager. Restez là. Cette émission vous est offerte par Rogers Xfinity pour profiter encore plus de ce que vous aimez. Visitez rogers.com pour plus de détails. Salut tout le monde, ici Nicolas Saint-Pierre de l'émission Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, maintenant disponible sur TV Rogers. Qu'est-ce qu'on vous propose? C'est une émission produite et réalisée par des gens d'ici, pour les gens d'ici, avec la meilleure pléiade d'invités, plein de surprises. C'est un buffet sportif avec entre autres du hockey, du soccer et du sport universitaire. On en a vraiment pour tous les goûts. Faut nous découvrir du lundi au jeudi, 17h30 à 19h, dans le vestiaire, maintenant sur TV Rogers. À la prochaine émission, je reçois Roxane, orthophoniste au premier mot, qui va nous partager beaucoup de ressources pour nous aider dans le développement linguistique de notre enfant. La réalité de la parentalité.
dimanche 19h sur TV Rogers. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Ah, OK. Vous êtes avec moi, là, hein? On est avec Hélène. On marche dans ses souliers. On passe dans le chemin qui termine en haut de la Saskatchewan, qui nous amène dans une réserve autochtone de 900 personnes. Oui. Et tu es là avec ton amoureux. Oui. Tu quittes l'abondance, disons, avec tous les choix d'aliments possibles de la région. Hein? Tu te rends là, puis tu découvres qu'un melon d'eau est 25 Oui, ou des fois 14 là. OK, mais qui n'est pas là à l'année longue. Il n'y a pas de melon d'eau à l'année longue. Non, là. non. C'est une... Non. Mais alors là, à ce moment-là, tu décides de créer ton propre potager dans ton sol. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu avais cette idée-là? C'est venu comment pour toi? Bien, par besoin. Je savais qu'on s'en allait dans un milieu qui avait plus d'insécurité alimentaire. Donc, je me suis dit, si je veux avoir accès à une bonne variété d'aliments nutritifs, je suis aussi bien commencé à apprendre comment jardiner. Puis là, je me suis lancée comme une maniaque dans l'étude du jardinage, comme si j'étudiais l'ingénierie. C'est vraiment ça que j'ai fait, parce que je suis autodidacte, là. J'ai commencé à rechercher comment faire pousser à l'intérieur de semences. Puis ensuite de ça, comment allonger les saisons? Parce que là-bas, le 1er juillet, des fois, il fait moins 14 degrés Celsius. Les saisons de jardinage sont tellement courtes. Fait que je me disais, comment je peux faire en sorte que j'ai quelque chose qui est facile à construire, qui n'est pas une technologie avancée, qui utilise juste l'énergie du soleil, puis qui me permet d'allonger les saisons de jardinage. Puis c'est là où j'ai commencé à trouver les tunnels bas. J'ai juste adapté ça pour que je puisse faire de la culture dehors jusqu'à... J'ai fait jusqu'à moins 28 degrés Celsius. Comment est-ce que... C'est fascinant. Comment est-ce que ça a commencé l'échange avec la communauté? Ou l'intérêt? C'était vraiment... L'échange avec la communauté, au début, c'était ma voisine qui voulait se démarrer une compagnie qui était un centre communautaire d'alimentation, comme une cuisine communautaire, un peu, là. Ouais. Elle voulait démarrer ça, puis moi, bien, comme dans l'industrie du nucléaire, je gérais des projets avec beaucoup de fonds. Je savais comment écrire des propositions de projets. J'étais comme le pont entre le monde blanc et le monde autochtone. Fait que je prenais leurs besoins, je les mettais sur papier, on obtenait les fonds, puis après ça, je rapportais les résultats, je gérais les sous, puis c'était ça mon rôle, mais c'était leur vision que je mettais en place. Mais j'ai inséré un petit peu de ma vision au niveau de la nourriture, puis maintenant, ils ont un potager, là-bas. Oui. Puis continue cette tradition-là. Oui, oui, oui. Mais ils n'ont pas la même réalité qu'ici à Ottawa, là. Tu sais, il peut faire moins 50 degrés Celsius pendant 3 semaines sans le facteur vent. C'est pas pareil, là. Tu avais mentionné que quand ils ont déménagé dans ce nouvel endroit, il y a eu un dépanneur, puis ils ont perdu un peu l'autonomie alimentaire. Oui, la communauté avant restait ailleurs. Hein? C'était plus dans le bois, il y avait des chevaux, il y avait des chèvres, il y avait des vaches, il y avait des poulets. Puis à un moment donné, le gouvernement les a déménagés dans un endroit qui s'appelle Turner Lake. Puis il y a eu une route qui rendait les choses accessibles. Ils ont construit un dépanneur, un magasin général. Puis là, bien, les gens, ils ont perdu leur tradition de chasse. Il y a vraiment juste les personnes âgées là, qui ont maintenu ces connaissances traditionnelles-là, autochtones, pour être capables de survivre. Là. Fait que les gens allaient au magasin général pour s'acheter de la nourriture, mais la qualité, c'est pas la même. Hein? Tout vient de loin là-bas. Il n'y a pas rien qui est produit localement, à part les orignaux viennent de la forêt, le poisson, ils ont de la viande, ils font de la chasse, mais l'organisme que j'ai co-créé là-bas, c'est vraiment pour transmettre les connaissances des gens qui sont des personnes âgées, là, sages, qu'on appelle, là, aux générations plus jeunes. As-tu appris des choses de cette expérience-là? Oui. Juste au niveau de ton humanité, comme... Oui, bien oui.
tu sais, des fois, on pense qu'on est très différents, mais oui, il y a des différences. On honore nos parcours différents, mais l'appel du cœur puis la passion est la même, là. Tu sais, c'est juste qu'on a un parcours différent. Quand je dis Rebecca, qui est la co-créatrice, une des co-créatrices de l'organisme, elle est identique à moi, mais on n'a pas la même couleur de peau. Puis elle est née dans le bois. Oui, oui. Oh, Tu sais, je veux dire, elle connaît comment faire fumer de la viande d'orignal, préparer les pots. Elle connaît tout, là. Au niveau autochtone, là, c'est incroyable. Les plantes médicinales, probablement aussi, utilisation des plantes. C'est incroyable, là, ces connaissances, là. Puis moi, ben c'est différent. C'est différent. Puis là, tu as des beaux gants, là, ici, devant nous. C'est beau, ça. c'est quelque chose. Bien, en fait, c'est un cadeau qui a été donné à mon mari. Puis c'est fait en peau d'orignal avec de la fourrure de castor. Puis ça, tout le monde porte ça. Essayez-le. C'est chaud, j'imagine. Oui, c'est chaud. Il fait moins 50, c'est ça qu'on porte. C'est fait à la main, ça. Hein? C'est fait à la main. Oh. Ça sent bon, hein? Oui. C'est fumé. Ah, ça sent fumé. Oui, c'est fumé pendant Ça sent comme longtemps. le camping. Oui. Oh oui. Wow! C'est beau, hein? C'est beau. Oui. Et là, donc, ça garde au chaud aussi. Oui. Oui. Wow! C'est super beau. Et donc là, tu avais ton potager, tu avais tes enfants aussi à ce moment-là. Oui, j'ai eu 2 enfants là-bas. Comment est-ce qu'ils se sont intégrés avec ton potager dans la maison? Est-ce qu'ils ont participé? Bien. Mais ma fille, elle avait peut-être 6 mois lorsqu'elle a commencé à faire du jardinage avec moi. Puis mon fils de 8 ans, lui, c'est de sa naissance. Donc, tu sais, des fois, on dit jardinier avec des enfants, c'est pas facile, ça prend de la patience. Oui, mais ça paye. Parce que mon fils de 8 ans, maintenant, il est assistant jardinier, là. Il veut planter sans moi, des fois. Ils ont leur propre potager à l'intérieur de mon potager dehors. Ils savent quoi faire, là. Puis ça, c'est le fun, parce que la plupart des enfants de leur âge, on voit mon fils le plus jeune, hein, il avait peut-être, je sais pas, 1 an sur cette image-là. Même pas. Je le mettais dans un traîneau d'hiver, hein? Puis on allait, c'est en mois de janvier, ça, on est allé récolter des bons aliments bio qui venaient du dessous, de l'intérieur de notre tunnel bas, dehors. C'est fascinant de voir cette récolte-là et de voir l'image hivernale. Oui! T'as inventé cette... Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais tout ce que j'ai fait, c'est adapter le concept un petit peu pour pouvoir vraiment cultiver 12 mois par année ici. Donc, tu as inventé une cultivation à 12 mois au Canada. Bien, je dirais pas que j'ai inventé ça parce qu'il y en a d'autres qui le font. Ils utilisent différentes choses. Puis les tunnels bas, je suis pas la première à l'utiliser. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai comme poussé un petit peu la technique pour être sûr que certains aliments puissent survivre moins 28, puis continuer à pousser, passer l'hiver, puis continuer à... Dans le fond, on récolte tôt, là, quand on fait ça. Là. On récolte 12 mois par année. Donc, ça a l'air de quoi? OK, on parle de faire du jardinage à l'année longue. Marchons d'une saison à l'autre, ce que ça te demande, puis le retour que tu as au niveau de la récolte d'une saison à l'autre. Comment ça change? Donc, la chose importante, c'est que je démarre mes propres semis pour les 4 saisons. OK? Parce que les semis qu'on trouve dans les centres jardins, ils sont disponibles du mois de mai à la 3e semaine du mois de juin, puis après, c'est fini, là. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que la plupart des gens au Canada, ils savent pas que la grosse majorité des aliments qu'ils achètent à l'épicerie, c'est des aliments qui sont tolérants au froid. Ils peuvent geler et dégeler, puis ils vont être meilleurs. Ils vont être plus sucrés. C'est pas des blagues. Je sais que tu regardes dans les tas de chocs. Non, comme un exemple. Non, c'est pas. Ah, je vais donner des exemples. Les carottes, c'est tellement plus sucré l'hiver. Après que ça ait été gelé, là, c'est tellement plus sucré que dans le mois de juillet. Wow, Puis dans le mois d'août. Le chou frisé, c'est comme ça. Les laitues sont super bonnes aussi. Mais tu parles pas de geler dans ton congélateur puis le dégeler. Tu parles de geler dans la terre. Oui, dans la terre oui. Mais c'est vivant encore. C'est ça. Ces aliments-là qui sont tolérants au froid, ils ont comme un antigel naturel qui est là. Puis lorsque ça gèle, ça concentre les sucres. Ça vient comme du bonbon. Les navets que j'ai fait pousser dans mon potager, là, puis que je récoltais dans le mois de janvier, février, là. Regarde. Tu vois l'image, là, juste pour te donner un exemple de ce qu'on...
à quel point on n'a pas le meilleur des mondes quand on achète toujours à l'épicerie. À droite, là, le petit paquet, là, ça, c'est des oignons verts. Okay? Oui. 6 oignons verts qui viennent de l'épicerie, achetés en plein milieu de l'hiver. De l'autre côté, c'est mes 6 oignons verts qui ont été récoltés dans le mois de janvier de mon potager. Mais c'est bio. Ça a été récolté. Incroyable. Puis l'autre chose, c'est les choses qu'on retrouve à l'épicerie, ça a été récolté souvent il y a plusieurs semaines. OK? Puis c'était préservé le mieux possible, dans le fond, pour que ça nous arrive dans un état correct. C'est plein de pesticides aussi. C'est plein de pesticides, mais tu as vu aussi la taille, là. La taille. Mais la valeur nutritionnelle tombe drastiquement. Après 48 heures, il y a certains nutriments on a perdu 50 des nutriments, là. Après 48 heures, là. Wow. Donc, quand on fait la culture à l'année, la grosse différence, c'est que notre réfrigérateur, il est pratiquement vide. OK? On a les viandes, on a les produits laitiers, les grains, mais les produits frais sont dans notre potager. Puis notre potager dehors, il devient un peu comme un grand réfrigérateur. Il garde la valeur nutritionnelle au maximum. Donc, on va le matin récolter, ou l'après-midi, récolter ce qu'on a de besoin pour les prochaines 24 heures. Donc, tu parles de laitue, de carottes, j'imagine. Est-ce que tu parles aussi comme de betteraves? Betteraves, navets, rutabaga, les oignons verts, de l'origan, du persil, Fruits, du thym. non? Moins les fruits, non, pas l'hiver. Non. Les fruits, ils vont pas produire. Mais les plantes, tu vois la récolte, c'est fou, hein? Ça, c'est ma fille dans le mois de... je pense que c'était dans le mois de janvier. Tu vois notre tunnel bas qui est ouvert, puis ça, c'était une récolte, là. Mais j'en ai tellement, j'en donne à des voisins, là. Puis t'as pas besoin d'avoir un gros potager. Tu peux faire du bio-intensif, comme les jardiniers maraîchers, mais l'adapter un peu. Est-ce que tu as déjà pensé faire un jardin communautaire? Bien, en fait, j'enseigne le jardinage à des gens qui s'occupent de jardins communautaires. OK. Oui, ça fait partie des services que j'offre. OK. Fait que moi, j'ai pas de jardin, mais j'enseigne comment faire pour faire en sorte que on n'est pas en train d'arracher des mauvaises herbes tout le temps. On se bat pas avec les insectes. On travaille avec la nature. Puis l'énergie qu'on met... Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour jardiner. Les gens, ils pensent que je jardine comme tout le temps, là. Mais c'est pas vrai, là. J'ai 3 enfants, hein. Mon plus jeune, il a 3 ans. OK. La réalité... Puis j'ai une entreprise. La réalité est que si j'ai 1 heure pour jardiner par semaine, je suis contente. Puis ça, c'est jardinage intérieur et extérieur. Fait que le gros... Tu récoltes à tous les jours? Oui. Le gros, mais pas l'hiver, pas autant que ça, OK. pas cette fréquence-là, l'hiver. OK. L'hiver, c'est comme... L'expérience, c'est magique. C'est plus le fun que d'aller au zoo avec mes enfants. OK? Ils me le disent, c'est comme, en anglais, ils disent « core memory ». C'est quelque chose qu'ils vont se rappeler toute leur vie. Puis moi-même, à toutes les fois que je le fais, je m'en rappelle tout le temps. C'est tellement incroyable. On a tellement été programmés à penser que c'est pas possible de jardiner dans la neige. Puis c'est pas le Pourquoi cas. penses-tu? Pourquoi? Bien, peut-être Pour que... le profit? La vente de légumes et de fruits? Bien, c'est sûr que la vente de légumes et de fruits, quand on pense à une compagnie, un fermier, mettons, qui voudrait rentabiliser ça, c'est différent. Ça coûte plus cher au niveau de production que si on produisait l'été. Ça, c'est sûr. Mais mon expérience, puis mes enfants, l'accès à la nourriture qu'ils ont, c'est pas la même qualité, là. C'est 2 mondes différents. Puis ça sent l'été quand j'ouvre mon tunnel bas. Il y a de la neige partout. Des fois, la neige tombe, là. Il y a un pied de neige partout autour, des fois 4 pieds. Puis littéralement, j'ouvre mon tunnel bas, puis ça sent l'été, ça sent bon, il fait chaud là-dedans. Je vois les vers de terre, c'est vivant, là. Tu sais, la nature veut pousser, puis ça pousse, là. C'est merveilleux. Où on commence? C'est parce qu'on se quitte bientôt pour une pause. Mais je suis curieuse de savoir. Parce que de dire 1 heure par semaine, c'est surprenant. Tu sais, intérieur, extérieur. OK. Donc, au retour, je vais te demander comment on commence. Parfait. Parce que c'est merveilleux. Si on regarde juste ta laitue ici, là. Oui. Si on regarde ça, ton poivron, c'est... Oui. Ça a poussé seulement à l'intérieur. Hein? C'est une plante d'intérieur. Mais elle est prête à récolter. J'ai des petits poivrons qui sont prêts, là. C'est tellement... Mais c'est vrai que c'est magique. Oui, puis ça, on peut récolter ça n'importe quand, là. Ah! Restez là, vous êtes curieux, hein? Mais peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas jardiner. Je sais pas, mais je suis tellement contente de te parler. Restez là, après la pause, on continue avec Hélène en jardinage à l'année.
nous étions nés au Canada. Nous parlions anglais. Dans les rues, nous n'étions pas les bienvenus. Mais sur le terrain, nous étions les Assaris, les champions de Vancouver. Tout le monde nous applaudissait. Notre peuple avait une voix. Puis, le Canada a déclaré la guerre au Japon. Ils sont venus nous chercher dans nos maisons, nous ont traités d'ennemis et nous ont traînés de force dans des camps. Mais nous avons amené les jeux avec nous. Le baseball nous a aidés à survivre à l'internement. Les Assaillis de Vancouver étaient parmi les 22 000 Japonais-Canadiens internés durant la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe n'a plus jamais joué de partie. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Une ingénieure qui avait une grosse carrière et qui est tombée en amour, ça fait un changement de direction. Puis là, tu fais en sorte qu'on a de l'information sur comment créer un potager à l'année longue. Honnêtement, on est rendu là. C'est tellement spécial. C'est tellement beau. C'est tellement beau que la vie... T'as écouté à la vie. Oui. Il faut rester ouvert à l'aventure, là, je dirais. Là. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, bien, souvent, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient sur notre parcours, mais on passe au travers d'une période où on est comme devant une toile blanche. Là. On n'a aucune idée. Mais t'appliques ta curiosité, ton intelligence, ton... C'est clair là, que tu es curieuse puis que tu vas essayer des nouvelles choses. Oui, c'est toujours comme une expérience. À chaque année, je me fais demander, tu fais-tu des expériences scientifiques? Bien, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La plupart du temps, quand j'entends ou on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, je l'essaie dans mon potager puis ça marche. Mais je pense que c'est mon intuition de chercheur. C'est mon intuition de chercheur qui rentre en ligne de compte qui me fait dire « Ah, ça n'a pas de bon sens. » Tu as des connaissances de base aussi. Oui. Quand tu commences avec aucune connaissance, tu aimes bien manger, disons. Tu veux... oui. là, tu aimes bien manger. Oui. On commence comment? Intérieur, extérieur? Qu'est-ce que tu suggères? Moi, je dirais pour quelqu'un qui veut faire du jardinage à l'année, c'est vraiment bien de commencer avec le jardinage intérieur pour plusieurs raisons. OK? De un, on peut se faire pousser des micro-pousses puis commencer à récolter en dans d'une semaine. Puis là, on parle de valeur nutritionnelle plus grande que n'importe quoi que tu as jamais mangé dans ta vie. Les micro-pousses, ça, c'est les espèces de machines, là? Non, c'est juste un petit plateau, puis c'est des petites pousses longues comme ça, à peu près, qui sortent du sol, mais là, c'est condensé en valeur nutritionnelle de façon exceptionnelle, là. Puis c'est la récolte la plus rapide que tu peux faire, OK? Ensuite, tu peux récolter des aliments. Tu sais, tu pourrais avoir une bonne laitue, là, c'est sûr qu'elle est grosse, là, parce qu'elle vient dehors, hein? Mais tu pourrais avoir une bonne taille de laitue, des pak choy qui sont gros comme ça, puis qui poussent seulement à l'intérieur. Tu peux avoir des fraises qui poussent à l'intérieur, un bar à fines herbes, un bar à laitue, toutes sortes de... Tu sais, des fruits comme des poivrons, des mini-concombres. Fait que ça te donne une belle variété, même s'il y a de la neige dehors, n'importe quand, puis peu importe si tu as un petit espace. Donc, tu peux partir tes semis aussi pour l'extérieur. Fait que là, ça devient intéressant. Parce que ça t'ouvre la possibilité à jardiner pour 3 saisons de plus. Fait qu'imagine, pendant que la plupart des jardiniers au Canada, ils perfectionnent leurs connaissances, puis ils expérimentent pendant l'été, puis une petite partie de l'automne, toi, tu ajoutes du travail pendant 3 autres saisons. Mais pas intensément, c'est un petit peu, mais régulièrement. C'est génial, parce que une fois que tu as tes semis, là, tu peux passer au jardinage dehors. Puis là, tu décupes ta production. Comment tu sais que tu as tes semis, là? Moi, là, on sait rien, là. Oui, OK. Donc, les semis, c'est quand on plante une semence dans le sol, puis mettons, par exemple, on pourrait avoir des lumières de croissance à l'intérieur pour s'assurer que ça pousse bien, OK? Oui. Puis là, ça va pousser, OK? Puis cette plante-là, la pousse,
c'est ce qu'on appelle un semis. Ah, parfait. OK? Fait qu'on sauve du temps en démarrant nos semis à l'intérieur au lieu de les démarrer directement en plantant notre semence au potager. On peut sauver 2-3 mois de croissance. OK? Fait que là, on commence à optimiser notre expérience de jardinage, là. C'est condensé dans la maison. On a beaucoup de petits semis. Puis on peut avoir quelques grosses plantes nature, comme celle-là, hein, pour récolter. Puis bien, les semis, après ça, on les amène dehors, puis on s'en va les planter dehors. Puis on peut les planter même s'il y a de la neige dehors, là. Si on a un tunnel bas, qui est une petite structure, là, qui est facile à installer, ça prend 15 minutes. Puis c'est pas cher comme une serre, là. C'est accessible, là. Il faut de la terre ou est-ce qu'on peut avoir des bacs avec la terre? On peut avoir des bacs, mais il faut que ça soit connecté au sol. Il ne faut pas qu'il y ait de couches d'air en dessous. Donc, pas des bacs sur pattes. Si on veut faire du jardinage 4 saisons, il faut qu'on ait un bac qui est quand même assez large, comme 3-4 pieds. 4 pieds, c'est l'idéal. OK? Un bon volume de terre. Mais si on a un bac qui est surélevé, là, tu vois mon potager intérieur, c'est pas gros, ça. Ça, là, ça produit assez de semis pour 2 familles. Ma famille de 5, puis une autre famille de 7, pour 4 saisons. Tu me crois pas, on dirait? Puis ça, c'était notre premier potager, là. Ça, c'est dans le temps où j'avais pas encore le tour, là. Tu sais, j'étais allée en grande, là, j'avais des grands potagers intérieurs, là, ça faisait tout mon sous-sol, puis ma fille allait récolter avec des petits ciseaux juste avant les repas. C'est tellement spécial. C'est romantique, hein? Oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est romantique. Tu sais, comme quand je vois là, sur Instagram, là, les filles qui marchent avec leur panier, là. Oui, dans le champ. Oui. Puis qui, tu sais, dans leur beau jardin. Oui. Qui reviennent puis font leur repas avec ça. Je trouve ça tellement beau. Mais ça, on peut faire ça dans un milieu urbain, là. On n'a pas besoin d'avoir un grand champ. C'est ça, mais c'est inspirant. Oui. Je te regarde parce que c'est l'art du possible. Oui. Tu es vraiment en train d'ouvrir l'art du possible. Puis encore plus de le faire l'hiver. Oui. Peut-être que c'est juste moi, mais j'en avais jamais entendu parler. La plupart des gens ne savent pas que c'est vrai. Il faut que je leur montre des vidéos ou que je les invite chez moi pour qu'ils me croient. Puis que c'est possible, tu sais, que... Parce que aussi, les gens n'ont pas des grandes... Bien, il y a des gens qui ont des grandes cours, là, mais il y a aussi plusieurs personnes qui n'ont pas des grandes cours. Oui. On peut le faire dans un petit bac, 4 pieds par 4 pieds, une saison. Oui, on peut le faire. C'est possible, on n'a pas besoin d'un grand espace pour le faire. C'est le savoir-faire, vraiment, que les gens manquent. Puis le bienfait que c'est bio. Pourquoi c'est important pour toi d'offrir de la nourriture bio à tes enfants, à ta famille? Oui, bien, j'ai découvert un podcast qui est en anglais de Dr. Andrew Huberman. Oui. Puis Dr. Schwann. Dr. Schwann est une experte sur les facteurs environnementaux qui débalancent les hormones puis la fertilité, qui affectent la fertilité. Ça a été un choc total pour moi. Tu sais, je suis une scientifique. Hein? Oui. Fait que ce que je voyais avant, ça me faisait pas vraiment croire que ça valait la peine de faire pousser des aliments bio jusqu'à ce que j'entende ce podcast-là. Puis c'est un gros choc là, pour moi de voir, maintenant de comprendre qu'il y a une famille il y a comme une catégorie de produits chimiques qui s'appelle les phtalates, qui se retrouvent dans certains pesticides qui étaient utilisés au Canada. Donc, toi et moi, on a été exposés à ça pendant des décennies. Maintenant, c'est pas mal interdit. Fait que, je veux dire, les nouveau-nés, ils vont avoir la chance de ne pas être exposés à ça, des pesticides, mais malheureusement, dans les emballages d'aliments à l'épicerie, ça se retrouve là-dedans. C'est dans les plastiques de construction, c'est dans les plastiques, tu sais, nos comme les tomates pour manger un sac de plastique, oui, par exemple. Ouais. Même les produits pour les bébés, les phtalates se retrouvent là-dedans. Comme la les formule. Cosmétiques, ah oui, aussi. les cosmétiques, tous les produits parfumés. Puis quand une femme enceinte est exposée à un certain niveau de phtalates, dans un moment critique du développement du fœtus, si c'est un garçon qu'elle a, physiologiquement, son corps est différent à vie. Puis elle a prouvé, dans le fond, que ça, c'était relié à une infertilité. Dans le fond, ils ont 50 ils ont une baisse de 50 de leur fertilité, ces enfants-là, quand ils deviennent des hommes. C'est énorme. C'est énorme. Puis, dans le fond, elle a étudié ça pendant des décennies, là. Puis elle a comme démontré que, tu sais, quand on dit, là, la population mondiale est en train de descendre, là, de façon drastique dans tous les pays, c'est à cause de ça. Puis la plupart des gens ne savent pas que c'est les phtalates qui causent ça. Puis c'est pas juste chez les humains.
c'est chez la plupart des animaux aussi, des mammifères. Fait que c'est mondial, là, ce qui se passe, tu sais. Puis, ben là, on est comme réactif, si on veut, parce que là, maintenant, on a l'information, mais la plupart des gens ne le savent pas, ça. Fait que, en tout cas, c'est un très bon podcast à aller écouter, là, ça l'ouvre les yeux. Accessible à tous, Dr. Hugh Berryman sur YouTube. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme quand je vais récolter, là, moi, il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas de plastique qui est en contact avec mon aliment. Il n'y a pas de phtalate dans le plastique que j'utilise dans mon potager parce que je vérifie. Puis quand je le mets dans mon frigo, là, il reste pas dans mon frigo longtemps. Je le mange frais. Okay, en dedans de quelques jours, c'est récolté. Je récolte juste ce que j'ai besoin. Là, j'ai récolté toute la laitue, mais d'habitude, je récolte juste quelques feuilles que j'ai besoin pour la journée. Des fleurs comestibles, des fines herbes. Je vais tout récolter ce que j'ai besoin. Puis je vais aller mettre ça dans mon frigo, dans une rôtissoire comme ça, dans une serviette un petit peu humide après l'avoir rincée. Je la couvre avec une autre serviette, puis ça reste là. Puis ça peut rester bon pendant des semaines, là. Sans plastique, pas de phtalate. Tu sais, ça, c'est une solution qui est facile pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'il y a des phthalates dans nos frigos, comme l'intérieur de nos frigos? Bien, c'est bien possible, je sais pas, mais dans la plupart des plastiques... Avec tous ces efforts-là? Oui, bien, mais c'est pas grave si c'est pas en contact. C'est pas en contact, tu sais. Parce que, en tout cas, un des gros problèmes, c'est quand on a des plastiques qu'on réchauffe, comme dans le four micro-ondes ou dans... Là, à ce moment-là, lorsque c'est chauffé, les phthalates s'en vont dans la nourriture. Fait que... c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Fait qu'en faisant de la culture à la maison, on n'a pas d'emballage. Mais plus que ça, il n'y a pas de transport. T'sais, c'est meilleur pour l'environnement sur toute la ligne, là. Qu'est-ce que tu cultives à chaque saison? Qu'est-ce qui est dans ton assiette, là, que tu es capable de récolter par saison? Donc là, présentement, je viens juste de finir de récolter de façon massive des épinards que j'avais plantés le 30 octobre l'année dernière. Ils ont devenu une récolte incroyable. Là. Ça me sortait par les oreilles. OK? Mais j'ai trouvé aussi des oignons qui ont survécu l'hiver. J'avais encore un navet qui a survécu à moins 28 degrés. J'ai toutes sortes de fines herbes, beaucoup d'origan, beaucoup de thym. Puis là, ben, j'ai énormément de laitue présentement. J'ai planté mes poireaux. Mes oignons rouges sont plantés. Des bêta-cardes. Ça, c'est tout tolérant au froid. Les carottes, les carottes sont plantées. Puis là, ben, je commence à planter mon potager d'été. Je suis équipée pour les protéger, là, s'il y a une tempête de grêle, on s'entend. OK, faites encore attention. Ça se peut? Oui, oui. Encore? Normalement, là, je dirais jusqu'à la fin de la première semaine du mois de juin, il y a encore des risques. D'une année à l'autre, ça change. Mais on peut avoir une gelée surprise ou une tempête de grêle qui s'en vient. Fait que c'est bon d'avoir quelque chose pour les protéger. Fait que si vous n'avez pas de couverture flottante, un drap de lit, des vieux draps de lit, là, ça fonctionne. Il faut juste être là à la maison pour les recouvrir si jamais il y a une tempête qui s'en vient. Mais ça peut nous permettre de pouvoir planter notre potager d'été maintenant. Le potager d'été, on parle de poivrons. Ça, c'est les plantes qui aiment juste la chaleur, qui n'aiment pas les gelées du tout, du tout. Puis si on les plante trop tôt... Les fraises, non. Les fraises, on plante ça vraiment au printemps quand il fait frais. Parce que ça a comme un choc thermique quand il fait trop chaud. Là. Plus que 25 degrés et plus, là, moi, je ne planterais pas des fraisiers. Je le planterais avant, là, au printemps, là, tôt. OK? Donc, là, on va planter les concombres, les poivrons, les tomates, les zucchinis, les courges, les melons. Mais c'est ça, comme je vous dis, si vous n'avez rien pour les protéger, vous pouvez attendre un petit peu encore, là. OK? Il est encore un peu tôt, il y a du risque. OK? Puis là, mais à partir du 1er juillet, je commence à planter mon potager d'automne-hiver. Pendant que tout le monde est en vacances au chalet, là, moi, je sais, je suis comme la fourmi. Hein, la fourmi, je pense d'avance. Fait que là, je commence à planter des semences au potager parce que les meilleures carottes, les plus grosses carottes et les meilleures, on les obtient quand on les plante autour du 1er juillet. Puis là, après ça, tranquillement, semaine après semaine, je commence à planter à partir des semis, des petits semis, à l'intérieur de chez moi, pendant que je récolte au potager. Puis quand j'ai des trous, ça, c'est des semis qui sont tolérants au froid, je vais aller les mettre dans mon potager dehors. Puis là, ils vont grossir, grossir, grossir. Puis c'est comme ça que je me retrouve avec des légumes racines qui sont aussi grosses ou plus grosses que la tête de mon bébé, là. Ben oui, parce que tu parles d'un navet qui était comme ça. Oui, c'est comme le bébé de mon bébé. Là. Oui, c'est vraiment gros. Oui, oui.
C'est sucré, plus sucré. Ah, c'est super croquant, puis sucré. Juteux, là. Juteux comme c'est pas comme à l'épicerie. C'est tellement de haute saveur. Puis pense à ça, quand tu plantes ton propre potager, là, tu as le choix d'une variété presque infinie de semences ancestrales qui viennent de semenciers locaux, là. Des semences qui sont vieilles de 50 ans, 100 ans, tu sais. Il y en a tellement de sortes, là. À l'épicerie, c'est des tomates qui sont hybrides, qui sont faites... On se quitte pour une courte pause, je suis désolée. Vas-y. Restez là, vous voyez sa passion. On continue avec Hélène après la pause. Je suis désolée. À quoi ressemblerait une ville verte et résiliente? Notre résilience est en jeu chaque jour en raison des changements climatiques, à l'heure où le climat se réchauffe et devient plus humide et plus imprévisible. Comment nous assurer que, malgré la population croissante d'Ottawa, nous pouvons faire face aux changements tout en protégeant notre environnement? Nous prenons des mesures pour nous adapter aux changements climatiques, sachant que l'habitabilité d'Ottawa repose sur la santé de l'environnement naturel et bâti. Mais nous avons besoin de votre aide. Avez-vous des idées originales de façon dont nous pourrions mieux vous servir en réduisant les coûts par la même occasion? Votre ville, vos idées. Consultez la page participons.ottawa.ca/verte et résiliente ou composez le 613-580-2929. Vous regardez une émission intéressante et voulez en savoir plus? Notre site Web fournit des informations sur nos émissions, nos animateurs et les façons dont vous pouvez participer à TV Rogers. Visitez-nous en ligne à tvrogers.com. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Je suis comme tellement intéressée, curieuse. J'espère que vous apprenez autant que moi. Honnêtement, c'est pour ça que moi, je fais l'émission. C'est pour apprendre comme ça, pour rencontrer des gens comme Hélène. Je te trouve inspirante. Vraiment, là? OK. On parlait... Non, mais c'est comme wow. On parlait de semences locales. Oui. Puis on a parlé pendant la pause. Donc, je veux que vous entendiez un peu ce qu'elle m'a raconté. Donc, pour les bienfaits des semences locales, comparativement à peut-être une semence d'une autre région. Oui. Bien, l'avantage, c'est que quand on achète de semenciers locaux, on sait que les semences ont été, dans le fond, ils ont été produites dans notre climat. Donc, ils sont mieux adaptés non seulement à la température, mais aussi aux insectes qu'on a dans notre milieu puis aux maladies qu'il y a dans notre milieu. Fait qu'au lieu d'aller acheter des semences qui viennent des États-Unis, ce qui fait pas de sens, là, quand on vient de l'Ontario, on devrait acheter des semences de l'Ontario. OK? Oui. Puis pas nécessairement du sud de l'Ontario. Si on en a de semenciers qui sont proches de nous, c'est encore mieux. Puis il y en a des super bons, là. C'est incroyable. Des fois, il y a certains semenciers qui sont un petit peu plus spécialisés avec certaines cultures, comme il y en avait un qui avait 500 variétés d'ail différentes. T'sais, on peut s'amuser comme des fous, là. Les goûts sont pas les mêmes, les couleurs sont pas les mêmes, la préservation, la durée de préservation de ces aliments-là sont pas les mêmes. T'sais, on peut vraiment aller explorer. C'est comme une porte sur un univers qui est inconnu pour les gens qui font juste magasiner dans les épiceries. Mm-hmm. J'imagine à chaque fois... tu découvres. Comme tu dis, c'est magique. C'est magique, là. Là, je parle, là, mettons, des micro-tomates, des petits plants de tomates là, qui peuvent pousser à l'intérieur de la maison tout le temps. OK, ça, il n'y en a pas tant que ça, là. Des variétés de micro-tomates qui tournent en partie couleur chocolat, en partie couleur rouge très foncée, puis qui font une genre d'étoile, là, où la tige sort, là, ça fait une belle étoile rouge, là, puis tu la mets dans ta bouche, là, puis c'est une explosion de saveur. Tous les gens à qui j'ai fait goûter cette variété-là, je leur vois les yeux, là, comme c'est une saveur qu'ils n'ont jamais goûtée avant, là. Oh. Tellement meilleure, là. Oui, oui. Fait que oui, tu peux explorer, puis comme il y a des très bons semenciers locaux proches d'Ottawa, comme Gaia's Organic Gardens, incroyable, là. Tu sais, on peut les trouver sur Internet,
Puis il y en a, c'est des semences ancestrales, là, c'est des vieilles semences, là. Les semences que nos grands-parents auxquelles ils avaient accès avant, puis qu'on a eu tendance à perdre parce que les semences qui sont utilisées pour faire des produits pour les épiceries, bien, les épiceries, eux, ils veulent qu'on puisse avoir des tomates qui se mettent en caisse puis qui peuvent être échappées sans casser. Puis qui se ressemblent toutes. Ils se ressemblent toutes. C'est toute la même taille, toute la même couleur, toute le même format. La nature ne fait pas les choses comme ça. Ça, c'est des hybrides. Puis la plupart des gens ne savent pas, là, mais si on prend des produits de l'épicerie, il y a des chances... Puis on prend la semence pour la replanter. Parce que c'est des hybrides, il y a des chances que soit on se retrouve avec des tomates qui sont pas identiques, ils n'ont pas le même bagage génétique, pas les mêmes caractéristiques complètement que la tomate qu'on a pris, ou ils sont infertiles complètement. Fait qu'on peut pas les planter puis avoir des plantes qui sortent de ça, là. Donc, à quel moment dans ton cheminement est-ce que tu as décidé je me lance en entreprise, c'est un message que je veux partager mes connaissances? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est à la demande d'une femme qui passait dans mon quartier. Comme moi, qui est comme « Oh my God! » Oui, bien, on était dans le mois de mars, puis il y avait de la neige autour, mais j'avais un tunnel bas qui était ouvert, puis mes plantes avaient 1 pied de haut là-dedans. Puis ça, c'était littéralement la semaine où je les avais plantées. Oui. Mes plants sont déjà gros parce que je fais mes semis moi-même. Donc, elle m'a regardée puis elle a dit « Qu'est-ce que tu fais? Ça se peut pas. Faut que tu m'enseignes. Je vais t'engager. » J'ai commencé à faire des consultations privées chez les gens. Puis j'ai créé mon entreprise. Puis là, bien, après ça, la pandémie est arrivée. Donc, j'ai commencé à donner des ateliers, mais en ligne. Puis là, ça a évolué en cours en ligne. Donc, j'ai créé mon premier cours, qui est l'Académie du jardinage intérieur, qui montre comment cultiver des aliments pour les récolter à l'intérieur, mais aussi comment faire des semis pour l'année, là, pour notre potager dehors pour l'année. Fait que ça, c'était mon premier cours. Puis après ça, j'ai créé mon deuxième cours, qui est l'École du jardinage à l'année. Ça, c'est tout le jardinage dehors. Puis t'es occupée, ça roule. Bien, c'est fun, tu sais. Puis je le donne en français et en anglais. Mes 2 cours sont accessibles dans les 2 langues. Fait que... T'es en train de vivre une passion, là. Oui, c'est ma job parfaite, là. On dirait que j'utilise toutes les connaissances puis compétences, les capacités que j'ai développées comme ingénieur, je les utilise, mais pour l'entrepreneuriat. Puis là, il y a beaucoup... C'est tout un autre monde, hein, tu sais. On apprend des choses très nouvelles, là, qu'on ne savait pas quand on devient entrepreneur, là. Comme quoi, par exemple? Bien, je te donne un exemple, OK? Je suis mère de 3 enfants. J'ai une entreprise, puis c'est occupé, hein? Avec 3 enfants, il y en a tout le temps une malade, il y a la pandémie, il y a la grève des garderies. Tu sais? Donc, ça fait en sorte qu'il faut vraiment pouvoir s'adapter, puis pas s'asseoir sur ses lauriers, puis pas se donner d'excuses pour pas être capable de bien servir les gens, là. Donc, ça m'a poussée à essayer de trouver comment je pouvais changer mes habitudes de vie pour fitter au début de la journée des choses qui allaient faire en sorte que j'allais rebalancer mes hormones, avoir un focus comme un tigre, vraiment, là, pour savoir quoi faire en très peu de temps, parce que j'ai pas beaucoup d'heures par jour pour travailler. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? J'ai commencé à lire comme une maniaque des livres qui parlaient du changement des habitudes, qui parlaient aussi comment refaire des circuits de neurones nouveaux dans notre cerveau pour transformer les mauvaises habitudes en des habitudes qui allaient vraiment me permettre d'atteindre mes objectifs. Fait que j'ai commencé à me lever à 4h45 du matin. Puis là, je fais de l'exercice, je fais de la méditation, je planifie ma journée. Je parle à mon subconscient aussi, en me levant, puis avant de me coucher. Fait que c'est vraiment... Là, on parle, tu sais, de la neurobiologie. C'est différent. Puis les hormones, on s'en rend pas compte, là, mais les femmes, on est très affectées, hein? Oui. Au niveau des hormones. Tu sais, la périménopause, c'est réel, puis c'est long, là. Tu sais, fait que des fois, on pense que c'est normal de se sentir fatigué tout le temps puis d'avoir les idées un peu embrouillées parce qu'on est maman puis que nos enfants se réveillent la nuit. Mais la réalité, c'est que c'est le débalancement hormonal qui fait ça. Puis moi, je l'ai vu parce que j'ai pris un cours sur le rebalancement de mes hormones. Puis en dedans de quelques semaines, je me sentais comme avant ma première grossesse. C'est comme si j'avais coupé 15 années là, de débalancement hormonal. Oui. Oui. L'acuité mentale est revenue comme quand j'étais dans le début de ma trentaine. Puis j'ai 46 ans, là.
Aussi le focus, l'intention que tu mets dans ta journée. Oui. Tu manges le niveau d'énergie. Oui. Oui, tout était différent. J'étais comme plus la même personne. Fait que là, on s'amuse. Toute la vie devient plus belle. Là. Tu sais, ça l'ouvre des possibilités à accomplir tes rêves. Là. Puis tu commences à voir le chemin, comment les accomplir, parce que tu as la clarté mentale que tu n'avais pas avant. Puis ça vient de lire des livres. Lire des livres qui ont été écrits par... des suggestions? Bien, il y en a un, c'est en anglais. Il est peut-être traduit en français, mais ça s'appelle The 5 a.m. Club. Ah oui, de Robin Sharma. Oui. Oui. Ça, c'était le premier. Oui. Le premier. C'est quelque chose, hein? Oui. Mais quand on commence à l'appliquer puis qu'on l'applique à tous les jours, moi, je pense que ça fait 1 an à peu près que je l'applique. Ça a changé mon univers, là. Complètement. Je le recommande. Oui. Oui. Puis il y en a un autre que j'ai lu récemment, c'est Think and Grow Rich. Puis ça, c'est bien, je trouve, parce que, tu sais, les femmes, souvent, on a tendance à se sacrifier, tu sais. Penser, OK, c'est notre mari qui va être le boss d'entreprise ou qui va faire le gros salaire et tout. Mais les femmes, on a la possibilité de le faire aussi, là. Mais il y a comme un reprogrammage qui doit se faire au niveau du cerveau. Puis ça explique vraiment comment on peut communiquer avec notre subconscient pour tout changer ce qui se passe dans notre journée. Ça, c'est génial parce que c'est un livre que je connais aussi, mais tu es bonne à mettre en application ce que tu apprends. Bien, j'ai pas de temps à perdre, hein. J'ai pas le temps de lire un livre. Tu sais, des fois, les gens me disent « Ah, quel film que t'as écouté dernièrement? » J'écoute pas la télé, hein. Mais non, mais où est-ce que je vais mettre ça dans ma journée? J'ai pas le temps, là. Parce que tu es tout le temps en train d'apprendre, en train d'évoluer ton entreprise, puis avec les enfants. En train de personne aussi. Tu sais, je veux être une femme. J'aimerais ça, moi, littéralement travailler jusqu'à temps que j'aille 96 ans. Parce que là, j'ai ma job parfaite. Hein? Je l'ai créée pour moi, là. C'est mon emploi parfait. J'aimerais ça être entrepreneur jusqu'à 96 ans. Mais je travaille pas 16 heures par jour, là, on s'entend, là. Non. Tu crées des moments pour toi aussi dans ta journée. Oui, je commence avec ça. Je commence ma journée avec ça. Fait que s'il y a des enfants malades, c'est pas grave. Au moins, j'ai eu le temps de prendre soin de moi avant. Je suis de bonne humeur, puis là... Robin Sharma, il donne aussi des bonnes suggestions sur comment planifier sa semaine. Hein? Comment faire comme time blocking qu'il appelle, comment le dimanche tu planifies ta semaine. As-tu fait de ces Oui, je le fais encore. J'ai un journal dans lequel j'écris à chaque jour. Oui, définitivement. Puis les choses que j'apprends. Puis, tu sais, comme quand on parle de changer, mettons si on s'améliore 1 % par jour, dans n'importe quelle sphère de notre vie qui est importante pour nous, au bout d'1 an, c'est 365 % d'amélioration. Ça s'accumule. Oui. Là, on n'est plus on n'est plus sur le même terrain. Là. Non. C'est la même chose pour le jardinage. Tu sais, je lisais, il y avait une étude d'un psychologue qui a été faite il y a longtemps, là, autour des années 1978 là, ou 1970. Puis, tu sais, il a prouvé que n'importe qui s'affaire avec focus à s'améliorer dans un domaine, 18 minutes par jour, à chaque jour, après 1 an, il est meilleur que 95 % de la population. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être sur les médias sociaux pour 18 minutes par jour, puis faire quelque à chose. planter. C'est ça que j'ai fait avec mes enfants. Puis je l'ai fait 4 saisons par année. C'est ça qui a fait que j'ai probablement condensé 30 ans d'apprentissage en dedans de 10 ans. Puis là, tu partages ça avec le monde. Oui. Tu partages ça. Bien oui. Il n'y a pas besoin de faire les mêmes erreurs que moi, là, tu sais. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est le beau cadeau. Quels sont tes plans futurs avec ton entreprise? Bien, vraiment faire croître mes cours en ligne. Ça, c'est majeur pour moi parce que ça me permet... Je me suis rendu compte que quand on fait des consultations privées, en 1 heure, la personne, tu sais, mon client, il a une certaine capacité d'absorber, mais il ne peut pas mettre en pratique vraiment pendant que je lui enseigne. Il ne va pas avoir le temps d'absorber complètement ce que je lui dis. Tandis que quand les gens font mes cours en ligne, ils ont un support avec moi chaque semaine, mais ils ont aussi la possibilité de retourner voir le matériel de cours, comme dans les années suivantes. Là. Oui. Puis ça leur donne le temps de pratiquer, faire des erreurs dans le potager, de me poser des questions. Puis là, c'est un changement de vie. Tu sais, littéralement, là, j'ai des gens qui n'avaient jamais jardiné de leur vie, là. Ils ont commencé, ils ont fait mes 2 cours en ligne, puis en dedans de 7 mois, là,
il sauvait 150 $ par semaine d'épicerie. Mais c'est du bio maintenant qu'il mange. Puis c'est frais. Puis c'est la valeur nutritionnelle maximum. C'est l'expérience, puis quelque chose d'humain. Puis la fierté d'être capable de faire ça, tu sais. Puis personne, les voisins, ils pensent tous qu'ils vont tout échouer, là. Mais eux autres sont là en train de récolter, puis c'est l'hiver, puis leurs enfants savent comment cultiver. Tu sais, ça n'a pas de prix, là. Passer cette connaissance-là à nos enfants dans le milieu où on se trouve, dans le temps où on se trouve, tu sais, ça rassure beaucoup, je pense, les parents. Ils se disent, ah ben, mon enfant, il pourrait être pris dans le bois, c'est pas grave. Oui. Il va toujours être capable de se débrouiller, tu sais. Tu souhaites partager cette passion-là comment ce soir? Bien, j'aimerais ça que les gens, premièrement, ils se rendent compte qu'il y a tellement plus que ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire. Oui. Tu sais, je veux dire, ce qu'on pense qui est impossible de faire, vous avez probablement tort. C'est probablement possible de le faire. Il s'agit de savoir comment faire, avoir les bons matériaux pour le faire, puis de se lancer, même si vous êtes terrifié d'échouer. Il ne faut pas penser que moi, j'ai pas peur d'échouer. À chaque hiver, je dirais, là, c'est seulement l'année dernière que j'ai pas eu peur d'échouer. Parce que tu avais l'expérience. Bien, ça faisait des années, puis je l'enseigne. Ouais. Mais à toutes les années, je me dis, aïe, aïe, là. Parce que la nature joue un rôle. Oui, mais hors de ton contrôle. Oui, puis c'est aussi la programmation, je te dirais. C'est plutôt aussi. ça. C'est un blocage mental de penser que les aliments peuvent pas survivre si ça gèle vraiment. Mais ça peut geler beaucoup, là. Je parle de proche de moins 30 degrés Celsius, puis la nourriture survit, là. Merci, Hélène. C'est très généreux. Quel apprentissage. Je souhaite que tout le monde te découvre, parce que c'est magique ce que tu offres. C'est vraiment. C'est magique. C'est vrai que c'est magique. Et c'est à la base. Oui, ouais. C'est la connexion avec la nature. Exactement. T'sais. Merci beaucoup de ton partage ce soir. Ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime ça faire l'émission. J'apprends des choses à chaque semaine. J'espère que vous aussi, vous avez beaucoup de plaisir. Partagez cette émission-là avec vos amis parce qu'on est aussi sur YouTube Live. Donc, partagez ça. Il faut faire connaître, il faut faire découvrir, il faut explorer. La semaine prochaine, je vais recevoir Ayman El Hiladi du Maroc, qui est nouvellement au Canada depuis 1 an, qui est entrepreneur aussi. Il va nous partager de son expérience marocaine, canadienne maintenant. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ce partage-là avec lui. J'aimerais dire un gros merci à toute l'équipe de TV Rogers pour l'opportunité de faire l'émission. Un gros merci encore, Hélène, pour ton cadeau de la vie que tu nous offres. Sur ce, Ottawa, je t'aime. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même place. OK? Ciao, ciao! Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Cette semaine, on rencontre Julie Blais-Comeau, comédienne et spécialiste en étiquette qui enflamme les médias sociaux en étant le modèle pour les sexagénaires. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du conseil municipal de TV Rogers. Salut tout le monde, ici Nicolas Saint-Pierre de l'émission Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, maintenant disponible sur TV Rogers. Qu'est-ce qu'on vous propose? C'est une émission produite et réalisée par des gens d'ici pour les gens.